Alors là où vous vous trouvez aujourd'hui, eh bien, vous êtes en train de découvrir ce que ça veut dire ne pas pouvoir avoir accès à la culture, ne pas pouvoir se déplacer, ne pas pouvoir, voilà, l'empêchement. Et cet empêchement, c'est quelque chose qui est nouveau dans nos vies, mais pas dans la vie de ceux dont vous allez voir les photos. Ce sont eux qui nous amènent à réfléchir à ce que c'est la ténacité, la volonté, le désir d'être comme les autres. Et c'est à partir de ça, et c'est à partir de cette envie qu'on a d'être conforme, de l'image de soi, que nous avons travaillé. Quand vous arrivez dans l'exposition au Musée de l'Homme et que vous voyez ces photos, vous ne savez pas toujours l'histoire qu'il y a derrière. Cette histoire, elle s'est déroulée sur 4 ans avec Astrid Dicrola-Lanza, la photographe, et moi-même qui suis écrivain, romancière et mère d'un enfant différent. Un jour, mon fils, qu'on voit là, photographié par Astrid sur un trampoline, me disait « Non, moi j'étais normale dans ton ventre et tu as eu une maladie ». Alors je lui ai dit, c'est quoi être normal? Et il m'a répondu, c'est être beau et pas baver. Et je n'ai jamais pu le convaincre qu'il est beau, parce qu'il pense qu'il est moche et qu'il bave. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé de faire quelque chose avec l'image de soi. Mais je n'avais pas la photographe. Mais vous savez, c'est souvent comme ça. Vous décidez quelque chose et puis la personne dont vous aviez besoin, elle arrive. Une semaine après, j'ai rencontré Astrid, que je ne connaissais pas, et qui est venue me photographier parce que je sortais un livre. Et à la fin de la séance photo, parce que je la trouvais solaire et particulière, je lui ai dit « J'ai un projet et je voudrais le faire avec toi ». À partir de là, elle va vous raconter comment on est allé vers toutes ces personnes qu'on avait envie de photographier, en commençant par Jean. À partir de là, j'ai répondu très rapidement, spontanément à Frédéric, oui, oui et oui, lançons ce projet ensemble. La première personne qui a été photographiée a été Jean, ton fils, que j'ai photographié sur un trampoline que vous voyez ici, dans une joie et dans une simplicité la plus totale. Nous avons enclenché donc cette série de portraits avec Jim. À partir de là, Jim nous a donné sa validation d'une certaine manière, c'est-à-dire que nous nous sommes rendus compte que cette aventure humaine était pleine de sens pour les personnes handicapées, mais pleine de sens pour nous tous, car il y avait une résonance humaniste dans notre travail. À partir de là, nous avons photographié et interviewé 18 personnes, dont... Je précise que l'interview, c'était pas tout à fait... excuse-moi, c'est pas interviewé. En fait, c'était pas tout à fait journalistique comme histoire, parce que moi je suis journaliste. C'est artistique. Donc, voilà, c'était un regard d'auteur. Ça pouvait être des anecdotes qu'il nous racontait, ça pouvait être le moment qu'on était en train de vivre ensemble. Je savais que je voulais en faire un livre. Forcément, ça serait une expo puisque c'était des photos. Mais le livre, je savais aussi qu'il fallait le faire et l'amener à un éditeur une fois qu'il est fini, parce que ça allait être un objet littéraire non identifié, c'est-à-dire quelque chose qui raconte, mais qui n'est pas ni un essai, qui n'est pas un roman, qui n'est pas non plus un récit, mais qui est un peu tout ça, qui reprend aussi l'historique de ce qu'est le handicap dans la culture, dans le cinéma, dans la littérature. Donc tout ça faisait un ensemble dans lequel on ne voulait rien s'interdire. Et photographiquement parlant, c'était pareil. Il fallait qu'on ait une liberté totale. Et c'est là qu'on voit la différence, c'est-à-dire que toutes ces personnes magnifiques nous ont offert cette liberté et n'ont jamais exigé, même quand ils ont vu les résultats, la moindre censure, qu'on élimine une photo ou même qu'on élimine un morceau de texte. C'était naturel. Souvent, on nous demande, Astrid, comment tu as travaillé avec toutes ces personnes? Alors oui, on nous demande régulièrement, avez-vous fait un casting? Il n'y a absolument pas eu de casting. Les personnes sont venues à nous naturellement au fur et à mesure de nos rencontres diverses et variées dans le cadre de nos professions. Nous avons donc parlé de notre projet, de notre enthousiasme, et évidemment plusieurs personnes nous ont annoncé qu'elles avaient un cousin, une cousine, un voisin, une voisine, enfin tout s'est fait le plus naturellement possible. Il n'y a pas eu de casting, il n'y a pas eu de donc pas de présélection. On nous dit souvent d'ailleurs, mais ces personnes sont exemplaires, elles sont belles physiquement, vous les avez choisies, il y a une censure derrière. Non, il n'y a pas de censure. Nous avons accueilli toutes les personnes qui ont souhaité s'engager
Et ces 18 personnes ont décidé vraiment d'exposer leur image et de livrer leurs paroles dans dans un message engagé et avec un souhait vraiment réel de faire comprendre ce qu'ils vivaient, en retirant tout le pathos, en retirant tous les préjugés, en retirant tous les a priori. C'est ce qu'ils ont réussi à nous transmettre. Alors Nicolas, par exemple, qu'on voit ici, est photographe. Il est malentendant. Il fait des efforts incroyables tout le temps. C'est quelque chose qu'on a découvert tout le temps. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore lui après, mais c'est toujours la personne qui a le handicap qui fait des efforts pour venir vers nous. Par exemple, donc Camille, lui, c'est pour ça qu'on le retrouve avec sa boule de lumière. Il est chef opérateur du cinéma. Camille m'a beaucoup apporté parce que, par exemple, il m'a expliqué que pendant très longtemps, il n'était que son handicap. À partir du moment où il est devenu chef opérateur, il est devenu ce qu'il fait. Et quand mon fils l'a rencontré, j'ai réalisé aussi que mon fils, pour l'instant, qui était jeune, qui avait 11 ans à l'époque des photos, n'était que son handicap. Et qu'il était très étonné de rencontrer Camille sur son lieu de travail, où il avait l'air de diriger. Il disait, il faut allumer la caméra là, moteur demandé, action. Il était donc chef-op. Et évidemment, tout le monde avait l'air d'ignorer totalement qu'il était handicapé, puisqu'il était d'abord et avant tout sur un plateau de cinéma en train de faire son métier. On nous a beaucoup dit aussi pourquoi vous avez choisi des gens qui faisaient des choses extraordinaires. En réalité, on n'a pas choisi des gens qui font des choses extraordinaires, on a choisi des personnes qui font des choses extraordinaires parce qu'ils ont ce handicap et qui se dépassent. Mais pour autant, c'est pas parce qu'ils font des choses extraordinaires que la douleur n'est pas au rendez-vous, que ce n'est pas plus dur de faire ces choses. Il semble que dans les personnes qu'on a rencontrées, il y en a beaucoup qui se dépassent de cette façon-là. Alors, de façon très particulière, Pauline et Eva, que vous voyez là, sont jumelles et trisomiques, et elles sont dans un show permanent quand elles sortent, et leur père les accepte avec ce côté admis. Il a découvert que le bonheur de ses filles, c'est de sortir, c'est de s'habiller, c'est de faire le show dehors, de provoquer les gens. Et c'est très ambivalent. Ça s'est passé, je crois, aussi pendant la séance à laquelle je n'assistais pas. La séance photo, oui. La séance photo s'est faite à Vincennes. Et vous voyez les photos. On a l'impression qu'elles sont seules, mais absolument pas. Nous étions entourés de badauds, de personnes plus ou moins bienveillantes. Alors, il y a eu plein de réactions. Et il y a toutes les réactions que nous retrouvons dans la société, c'est-à-dire des réactions de rejet total, de peur, surtout avec la trisomie. Et puis des réactions de sympathie, d'envie de rencontrer l'autre. Nous sommes dans l'altérité, donc nous sommes dans l'enrichissement réel de la différence. Et donc voilà, donc c'était vraiment comme un petit cirque, comme ça, comme une micro-société, cette séance photo, qui nous a vraiment montré les différentes façons d'aborder le handicap. Et on en vient vraiment à cette résonance intime avec cette peur de la différence, cette peur de la singularité que j'ai eue, moi. Ce n'était pas une peur, mais que j'ai... Lorsque toi, Frédéric, tu m'as proposé, à l'issue de notre séance photo, et tu m'as dit, voilà, est-ce que tu veux photographier des personnes handicapées? Je t'ai dit oui tout de suite. Et puis après, je me suis dit, mais mon Dieu, vais-je être à la hauteur? Vais-je être juste? Vais-je être... comment dirais-je, ne vais-je pas tomber dans le voyeurisme? Ou alors, bon, voilà. Et je pense que c'est aussi, voilà, ce travail est vraiment un travail vers la compréhension de ce que l'on peut aussi ressentir et qui est à travailler. Et puis de la maladresse, on est maladroit. Moi, j'ai un fils handicapé, mais c'est pas pour ça que je vais pas être maladroite avec d'autres formes de handicap ou être embarrassée. Beaucoup de gens m'ont écrit après l'avoir lu le texte et nous disaient... finalement, quand on rencontre le handicap, on ne sait pas si on doit faire semblant de ne pas voir qu'il est en fauteuil, regarder les roulettes, les aider, ne pas les aider. Il y a beaucoup de peur de mal faire, de mal communiquer avec l'autre, alors que c'est simple d'énoncer son embarras. Oui. Finalement, c'est ça aussi qu'on a découvert, c'est l'accès à l'embarras.
la simplicité du rapport aussi. Tout ça est un vrai apprentissage qui est très intéressant. Pour rappel, il y a 12 millions d'handicapés en France, il y a à peu près 12 millions d'aidants. Si vous rajoutez les thérapeutes, les médecins, voilà, vous avez à peu près plus de la moitié de la population française touchée, puis l'autre moitié qui n'est pas au courant, qui n'en sait rien, qui ne sait pas comment faire. Et c'est vraiment dommage. Et ce qui est justement cette peur qu'on a de l'autre différent que tu es en train de développer et d'affirmer, nous l'avons eu aussi avec... Là, on a eu une expérience, on a retrouvé Nicolas Huchet, qui a eu un accident lors de un accident de travail, donc sur le lieu de son travail, qui a perdu son bras, et qui maintenant a créé des prothèses bioniques. Il les a créées pour lui, pour se réparer lui, et puis il les a créées ensuite, évidemment, pour réparer les autres, ce qui permet d'être dans une résilience beaucoup plus valorisante, beaucoup plus forte. Voilà. Et la première rencontre que nous avons eue, on n'avait pas parlé, mais une première rencontre, c'était dans un café. Je ne sais pas si tu te souviens. Nous étions donc dans un café, à l'époque où nous pouvions tous nous embrasser, nous pouvions tous nous enlacer. Nicolas est arrivé avec son bras, mais alors pas celui-là, qui est absolument magnifique, qui est un bras très sophistiqué, bionique. Il est arrivé avec un bras beaucoup plus simple, qu'il nous montrait et qui, très naturellement, l'enlevait, le remettait. Et j'ai le souvenir du regard de l'assistance, en fait, qui voyait tout à coup quelqu'un enlever, remettre son bras, voilà. Et puis, au fur et à mesure, je crois que les regards, enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que les regards, finalement, se sont apaisés parce qu'il y a eu une reconnaissance ou comment dirais-je, une habitude qui s'est créée dans ce moment-là. Et qui va assez vite, en fait. Et qui va très, très vite. Où finalement, on oublie. On oublie cette différence, on oublie cette partie modifiée du corre. Partie modifiée du corps. Voilà, alors c'est très intéressant que c'est un hasard, parce qu'on ne prépare pas à l'avance les interventions, donc voilà, on en est là, et là on tombe sur le visage de Jérôme qui lui était inoubliable, c'est-à-dire ne pouvait pas se balader dans la rue avant d'avoir été opéré tel qu'il est là, c'est-à-dire une greffe totale du visage, puisqu'il avait la maladie d'Elephant-Man, donc il était totalement déformé, donc il ne pouvait pas. Il ne se promenait pas dans le métro, dans la rue, etc. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle « T'as vu le monsieur ?» Donc voilà, on est dans la situation. Il a eu donc une première greffe totale du visage. Et il disait « C'est merveilleux, avec cette greffe, j'ai pu enfin avoir la vie normale de tout le monde. » Et pendant qu'il me racontait ça, je me disais quand même, je voyais les coutures sur le côté, je me disais quand même c'est rude, c'est compliqué. Il a quand même un visage étrange. Et en même temps, je comprenais aussi que par rapport au visage d'avant, ce visage-là était possible. Je me disais ça, et puis 5-10 minutes après, je connaissais le bonhomme, c'est-à-dire que 5-10 minutes après, on avait fait connaissance, j'étais avec Jérôme, j'avais qu'une idée, c'était que cet homme était formidable, que j'avais envie d'être son ami, et que on se fichait complètement des coutures du visage, de la greffe, voilà. Et c'est certainement celui qui nous a le plus interrogé sur l'enveloppe, car il a été réopéré puisque la greffe ne marchait pas, donc on lui a regreffé un visage que vous ne verrez pas puisque nous ne l'avons pas encore refotographié. Il avait donc à cette époque-là le visage de 15 ans de moins, et maintenant il a un visage, non, de 15 ans de plus, et maintenant il a un visage de 20 ans de moins. Et donc le revoir à l'hôpital avec son visage de 20 ans de moins, c'était super étrange, mais en 5 minutes, je dirais que Jérôme est apparu à travers ce nouveau visage, et hop, à nouveau, j'étais avec celui que je connaissais. Donc lui, il nous a vraiment déposé sur la table l'histoire de l'enveloppe. Qui je suis à l'intérieur de ce corps. Qui je suis à l'intérieur de ce masque sociétal. Ouais. Qui je suis, quel est ce sexe social, quelle est cette figure sociale, mais au fond, est-ce que c'est vraiment moi, est-ce que c'est totalement moi? Eh ben c'est l'identité aussi que l'on retrouve, l'identité intérieure. Ça, c'est très important parce que j'ai souvent cette impression, quand je vois les photos d'Astrid, qu'elle va chercher avec son appareil l'identité intérieure.
c'est-à-dire des choses que l'on n'exprime pas toujours ou que l'on cache. Et que nos modèles sur ce projet Être beau ont tous offert leur identité intérieure de façon très spontanée. Là, on voit un homme qui a fait un AVC. Jérôme Coumeau. Et cet homme, par cet AVC, il a obtenu le droit de faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire de ne plus être conforme à ce qu'on voulait de lui. Il était tailleur de pierre, il est devenu sculpteur, et sa sculpture exprime une totale violence qu'il n'a pas du tout dans le rapport qu'on a quand on discute avec lui. Il est très doux. Et par contre, dans ses sculptures, il y a des choses complètement dingues. Et je pense que quand il était tailleur de pierre, marié, il devait être conforme à un truc, et que son AVC l'a libéré de ça, et qu'il est comme ça, en liberté, dans ce corps qui est plus tout à fait complètement fonctionnel, mais qui correspond à une forme de liberté. Et d'ailleurs, on pourrait dire que la photo que vous voyez là correspond absolument à ces sculptures. Jérôme Coumeau, on peut découvrir ces sculptures, a une manière de sculpter qui est une manière très organique, avec des membres noués, des membres qui finalement peuvent aussi exprimer l'enfermement, puisque c'est un AVC. Donc il a réellement gardé l'usage moteur de son corps, et ce qui a été altéré, c'est la mémoire. Et donc tout ce qui se passe au niveau de la pensée. Et il en a fait de la poésie, puisque finalement, ne trouvant pas la justesse, disons la justesse ordinaire, normale des mots, on peut dire normale, il en a fait de la prose, il en a fait des métaphores extraordinaires. Donc il a fini cet AVC lui a permis de détourner d'une certaine manière son handicap par une sublimation des mots à travers des métaphores. C'est devenu un poète encore plus. Voilà. J'aimerais vous rappeler que 80% des handicaps ne se voient pas, que parfois c'est difficile de déclarer son handicap quand on travaille en entreprise, donc beaucoup de gens ne le déclarent pas. Et néanmoins se superpose à ça quelque chose que j'ai tout le temps eu en filigrane. Je pensais tout le temps à cette phrase d'Hölderlin, « habiter poétiquement le monde ». Je trouve que ceux qui ont quelque chose en moins ont quelque chose en plus, et notamment cette façon d'habiter poétiquement le monde, quelles que soient les difficultés physiques, les douleurs, tout ce qu'ils affrontent pour parfois faire des choses que nous faisons beaucoup plus simplement, mais auxquelles nous ne prêtons pas du tout attention. Tanguy, par exemple, c'est un homme assez à part, parce qu'il parle de son handicap en disant que lui, être en fauteuil et ne pas marcher, c'est comme s'il était blond ou brun. C'est une donnée comme ça, c'est lui, c'est comme ça. En plus, à l'âge de 3 ans, on lui a dit « quand tu auras 10 ans, tu ne marcheras pas ». Je me suis tout le temps demandé comment on pouvait dire ça et comment on pouvait recevoir ça quand on avait 3 ans, de savoir que quand on aura 10 ans, on ne marchera plus. Mais lui, il a adopté le truc familial. Dans sa famille, on est très sportif. Donc, il a cherché un sport qu'il allait pouvoir faire. Et dans sa famille, on est aussi très performant. Donc, il est devenu champion olympique de tir à la carabine. Puis, il a fait des entreprises pour aller chercher des compétences dans les handicapés, de faire du recrutement. Voilà, c'est un chef d'entreprise et il se présente comme tel. Il se présente comme tel, avec une affirmation. Justement, la séance photo s'est faite sur la passerelle Simone de Beauvoir, dans un cadre très urbain et un cadre du monde des affaires. Et puis on passe du monde des affaires à Hamel, puisque nous avons photographié et nous avons témoigné, enfin Frédéric a réellement écrit un texte extrêmement personnel. Oui, j'ai réellement écrit. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je n'ai pas de plume. Un texte très très personnel, évidemment, qui n'est absolument pas, qui n'est pas du tout de l'ordre du témoignage, mais qui est un texte intime, ressenti et profond. Et sur lequel moi non plus je n'ai pas été censurée du tout par tous nos photographiés, et je le reprécise parce que c'est tellement merveilleux. Il y a dans la photo d'Amel une sorte d'envolée, cette jeune fille qui n'est pas sur l'eau
contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais sur l'herbe. Mais par la grâce de cette photo magnifique. Des lumières, des éclats de lumière. Voilà, on a l'impression qu'elle est sur l'eau. En fait, elle s'envole comme ça avec son fauteuil. C'était un désir d'elle. Elle voyait des voiles. Elle voulait lancer son fauteuil à toute allure avec des voiles derrière. Une robe sublime. Voilà, elle avait un grand désir de féminité. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans le désir qu'ils avaient, ils se mettaient en scène souvent, tous. Ils avaient une idée assez précise et en même temps, ils étaient très ouverts aux propositions d'Astrid pour se mettre en scène. Mais tous le faisaient absolument très naturellement. Il n'y avait pas du tout je vais jouer ma star, il n'y avait pas ce côté moi. Il y avait juste un jeu, ils l'ont fait comme un jeu en fait. C'est ça, un jeu, et d'ailleurs, finalement, il n'y a pas eu de mise en scène. C'est très important aussi de le dire. Il y a eu une idée lors des premières rencontres, parce que ça s'est passé d'une manière très particulière. Ça n'a pas été une prise de vue prise comme ça n'a pas été, comment dirais-je, tu n'as pas recueilli leurs mots comme ça en une journée. Ça a été des rencontres qui se sont faites en plusieurs fois. Une première rencontre ensemble, et puis ensuite toi seul, et puis ensuite moi seul. Et après est arrivé les séances photos, et puis ensuite les textes, et toute la maturation du texte de Frédéric, qui a mis un certain temps. Alors, je vais vous rajouter quand même quelque chose. C'était très frustrant. Moi, je voyais les photos. C'est-à-dire pendant 4 ans, j'ai vu les photos au fur et à mesure des séances. Astrid n'a lu le texte qu'au bout de 4 ans. Très frustrant, donc j'avoue. Donc voilà, c'était... Moi, je prenais des notes, mais il fallait que le truc soit en maturation et que ça sorte une fois que tout serait fini. Donc ça, c'était un peu compliqué, je dirais. C'est un peu injuste aussi. Non, mais c'était une question de temporalité. Mais en tous les cas, mais c'est comme ça, c'est la temporalité de l'écriture et puis de l'instantanéité de la photographie. Et là, en l'occurrence, en fait, ce qui est important aussi, c'est lorsque nous disions qu'il y avait une mise en scène et qu'il y avait un choix de mise en scène, en tous les cas pour les photos, au bout du compte, on peut avoir une idée en tête, on peut avoir, comment dirais-je, une idée esthétique ou une idée de mise en scène, et puis finalement, tout dérape, ou alors tout devient enchantement, ou alors finalement, rien ne correspond à ce qu'on avait imaginé, et c'est encore mieux. En fait, on accueille ce qui se passe, que ce soit moi ou que ce soit les personnes. On a juste 2-3 petits repères, quelques petites balises, et à partir de là, c'est le moment vécu. Et c'est ça qui a fait qu'en fait, nos rencontres, que ce soit au niveau des mots ou au niveau des photographies, la surprise de la rencontre, la surprise de l'échange, la surprise de se rendre compte qu'on ne voit plus le handicap, la surprise de savoir que tout est simple, malgré les inconvénients que peuvent apporter une chaise roulante, une personne handicapée, une personne amputée des 4 membres. Tout ça, finalement, je ne sais pas comment dire, c'est fait dans un déroulé d'une simplicité la plus totale. Et effectivement, ce que tu disais, il n'y a pas eu de censure du tout. Et ça, c'est quand même très rare. Enfin, c'est-à-dire de censure. Il n'y a pas eu de retouche, il n'y a pas eu de retouche photo, il n'y a pas eu de sélection de leur part. La retouche, c'est important parce que c'est l'opposition au monde glacé, c'est-à-dire que le papier glacé de toutes ces photos qu'on nous propose, qui sont la femme idéale, l'homme idéal qui est toujours jeune, blanc, pas handicapé, enfin bon voilà, il y a tout un code. Mais toutes ces photos sont retouchées, alors que celles-là ne le sont pas du tout. Donc c'est intéressant de voir ce rapport à l'authenticité. Tout d'un coup, on voit bien donc que la beauté, ça n'est pas la retouche. Non. Non. La retouche, c'est quand on recoue. Oui, c'est ça. C'est ça. Et alors on parlait du handicap visible et invisible. Et donc là, Lucie, on vient de passer deux personnes sur lesquelles ça ne se voit pas du tout. Coïta, la première personne, je suis désolée, je crois que je ne peux pas revenir en arrière. Non, si, tu peux, mais on avance. Parce qu'il y a d'autres photos, je pense. Voilà. Oui, mais pas de Coïta. Bon, Coïta qu'on a vu tout à l'heure, et là Lucie. Ouais. Donc Lucie qui a un handicap moteur cérébral. Oui. IMC. Et qui, qui est une... Et quand on voit les photos, nous, on se souvient de son rire, tout de suite, que j'ai mis dans les mots, parce que je ne pouvais pas oublier son rire. Alors là, on arrive avec la photo de Delphine Sancier, que nous avions contactée parce qu'elle avait fait des photos d'elle très érotiques quand elle était très jeune.
Et ça nous intéressait d'aller vers une personne qui avait voulu mettre son corps en scène malgré le handicap, en disant qu'on peut être sexy, que voilà. Et évidemment, quand on l'a recontactée, elle avait eu un enfant et elle était très gênée. Elle croyait qu'on voulait refaire des photos érotiques et pas du tout. L'idée, c'était de la prendre à ce moment-là de sa vie avec ce qu'elle était devenue, avec son enfant. Voilà. Ce qui était très important en fait, dans cette étape, si tu te souviens, c'est que, parce que ça fait déjà un certain temps qu'on a travaillé sur ce projet, c'est qu'en fait, lorsque nous l'avons contactée, effectivement, elle avait écrit un livre que nous avions lu, qui était donc son histoire, mais aussi toutes ces photos très érotiques. Mais l'idée, c'était, nous avions cette idée, puisqu'on lui avait dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, c'était de montrer la maternité malgré tout, quoi qu'il arrive. C'était ce chemin qu'elle avait parcouru, qui était un chemin qui était censé être impossible ou alors laborieux, et qui finalement s'est fait. Donc elle est devenue mère, et donc elle a eu, comment dirais-je, deux mises en lumière. Une première mise en lumière en tant que femme sensuelle, en tant que femme avec tous les attributs de la féminité, et puis après, on l'a photographiée avec tous les attributs de la maternité, de la mère. Et de l'adaptation de cet enfant qui a toujours eu cette mère-là, oui. Et qui donc ne bouge qu'un petit doigt pour déplacer son fauteuil, elle est donc tétraplégique. Et ce qui était très étonnant, c'est qu'il montait sur ses genoux et il balançait ses mains, qui ne peuvent pas bouger, de chaque côté pour entourer le dos, pour se trouver dans les bras de sa mère. C'est-à-dire qu'il s'est totalement adapté au fait que sa mère ne peut pas bouger, donc c'est lui qui installe le câlin. Et ça, c'était très, très émouvant d'assister à ça. Oui. Alors là, on voit Mathilde, qui est chanteuse et qui, quand on l'a rencontrée, venait de vivre un truc assez traumatique, c'est-à-dire qu'elle avait fait un clip assez érotique avec un jeune homme pour illustrer une de ses chansons. Qui s'appelait Je les aime tous, donc c'était quand même assez clair comme chanson, dévorante, voilà, solaire, mangeuse d'hommes, heureuse, plein d'amants, et qui s'est vu refuser le clip par sa maison de disques, sous le prétexte fallacieux que c'était dégradant. Parce qu'elle est ronde. Voilà, et c'était un bouleversement pour elle, un refus artistique, enfin le refus de son choix, parce que personne n'aurait rien dit, évidemment, si elle avait été très mince. Donc elle s'est sentie brimée par ça. Elle disait « je suis ronde, oui, je suis vaste ». Et donc, entre-temps, entre le moment où on l'a photographiée et le moment où elle s'est retrouvée exposée au Musée de l'Homme, elle a été diagnostiquée et elle a eu une reconnaissance de son handicap par rapport à ce surpoids. Mais ce surpoids, elle ne le vivait pas de façon aigrie. Elle ne le rejetait pas. Elle disait, voilà, c'est comme ça. Et on s'aperçoit que parfois, quand les personnes sont en face, elles ne veulent pas que quelqu'un soit heureux avec un handicap. C'est-à-dire que les personnes en face lui disaient non, mais il faut que tu fasses quelque chose, hein, là c'est dangereux d'être gros comme ça. Voilà, on a été très choqués souvent de la réaction des autres, de leur maladresse et parfois de leur hostilité. Et moi, je rebondirais quand même sur l'industrie du disque et sur la façon dont on expose le corps des femmes. D'ailleurs, elle a écrit une chanson qui s'appelle « Le corps des femmes ». Elle est très féministe. Elle est très féministe. Oui. Et bien évidemment, dans tous les clips, on voit des femmes extrêmement sexy, refaites, enfin bon, voilà, des qui servent à rien, juste à faire de l'érotisme dans le clip. Donc, a priori, c'est vraiment l'image qui est véhiculée dans les clips musicaux, les clips pop, etc. Et là, en l'occurrence, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné pourquoi ? Parce que c'est une personne qui est opulente, qui est une personne de grande taille. Enfin, voilà. Et parce que c'était cette femme, en plus. Et parce que voilà, c'était pas un clip d'homme, c'était un clip de femme. De femme dévoreuse d'hommes, voilà. Avec tous les attributs, avec son corps, avec sa chair, mais ça ne correspondait pas au canon actuel. Donc là, il y a double... c'est toute la différence.
Voilà. L'idée de la femme, c'est quand même Ouais. dégradante quand même. Mais d'ailleurs, il y a une autre jeune femme à qui on a dit, peut-être qu'elle vient un peu après, à qui on a dit, ah ben toi, t'es handicapée, en plus t'es une femme, tu les cumules. Donc voilà, apparemment être une femme est une autre forme de handicap, il fallait juste que ça soit dit. Voilà. Voilà, on a rencontré tout le temps des choses qui étaient surprenantes et qu'on a couchées sur le papier ou qu'on a exprimées dans les images. Bon, la team que l'on voit là... qui est dans un cri libérateur. Et sous l'eau, il a désiré être sous l'eau, c'était très très drôle. C'était une première pour Astrid de photographier sous l'eau. Ouais. Alors pour aller sous l'eau, il faut être lesté. Eh oui, je ne savais pas. Bon, en tout cas, tu ne l'avais plus pensé. Donc voilà, ça faisait des petites bulles qui remontaient. Moi, je n'étais pas là, donc je n'ai pas profité de cette séance. Donc voilà, donc le résultat en fait de cette séance photo, ce qui est très amusant, c'est que cette séance photo donc s'est faite sous l'eau, lestée. Non, je n'étais pas lestée quand j'ai fait cette séance photo. J'ai récidivé, puis finalement la deuxième séance n'était pas aussi intéressante que la première, parce que la première s'est faite dans la plus grande maladresse. La première s'est faite justement en ne sachant absolument pas qu'il fallait être lesté, en ne sachant pas qu'il fallait porter un masque, enfin bon, une ignorance totale sur la photographie sous-marine, que je n'avais jamais faite. Donc pour le coup, je me suis retrouvée, moi, dans une situation complètement handicapante, là, et donc Tim m'a dit, mais enfin Astrid, je comprends pas, t'es pas professionnelle. Pas professionnel, parce qu'évidemment je tournais dans tous les sens, je rebondissais, je remontais, enfin c'était très très compliqué, c'était très très drôle, et là je lui ai dit bah oui Tim, là pour le coup effectivement là c'est moi qui porte réellement, je suis complètement handicapée dans cet élément que je ne maîtrise pas du tout. Donc ça c'était voilà, c'était très ludique, et je me suis confrontée à une situation... Et puis à la façon un peu trash de dire les choses aussi, qui est souvent présente dans le handicap et qui quelquefois surprend dans la façon de dire. Oui, mais tu n'es pas professionnelle, toi? Non, pas sous l'eau, effectivement. Alors voilà... Donc là, il était à l'envers, donc effectivement, parce que moi j'étais à l'envers, il était à l'endroit, enfin bon, c'était toute une danse subaquatique, en fait, c'était une danse... Alors là, c'est donc là, on voit Frédéric Sausset. Alors c'est important parce que il fait partie de ces hommes. On dit, il a fait des choses extraordinaires. Il faut savoir que Frédéric était chef d'entreprise. Il était marié, il avait 2 filles, et donc pendant des vacances, il a attrapé un staphylocoque doré ou le même genre de truc qui a fait qu'il y a une gangrène, et donc il faut amputer. Donc il a été amputé des 4 membres. Et quand il est sorti de cette amputation, il s'est dit que s'il ne faisait pas quelque chose de sa vie qui le portait, il allait mourir. Et il a choisi de rouler à 300 à l'heure pour faire les 24 heures du Mans. Donc il a trouvé une écurie. Mais tout ça, toute cette force qu'il a trouvée après, il n'avait jamais couru sur un circuit automobile. Et il n'aurait jamais fait ça s'il n'avait pas eu ce handicap. Il a réussi. Et il faut dire aussi la force de ceux qui entourent, parce que sa femme a accepté, après qu'il ait failli mourir et qu'il soit finalement sauvé, qu'il risque sa vie en roulant à 300 à l'heure sur un circuit. Donc il y a toute cette force aussi de ceux qui sont autour, qui ne sont pas dans les photos, mais grâce auxquels ceux qui sont dans les photos rayonnent, sont forts, avancent dans leurs projets. Voilà, c'est important de le dire. Frédéric a trouvé une écurie, il est allé voir Jean Todt. Enfin, c'était voilà, c'est Sarah Riviera, notre sponsor du Musée de l'Homme, qui est IRP Auto, parce que c'était un de nos phares de volonté, en tout cas. Une autre volontaire et grande volontaire que vous voyez à l'écran, c'est Violette. Donc Violette Vianney, c'est une personne de petite taille qui se bat beaucoup, qui est chanteuse lyrique, qui travaille, qui a une vision extrêmement lucide de ce qui se passe pour les personnes de petite taille. Elle dit par exemple que c'est plus facile d'être en fauteuil. Elle ne veut pas faire de comparaison, mais elle dit que c'est plus facile comme handicap, c'est plus identifié. Les personnes de petite taille, c'est les freaks, c'est les monstres. Il n'y a pas de compassion. C'est ceux qu'on a vus au cirque. D'ailleurs,
beaucoup d'entre eux deviennent des personnages artistes, parce qu'au moins comme ça on les regarde et ils ne peuvent pas savoir si on les regarde parce qu'ils sont comme ça ou parce qu'ils sont des artistes. Donc il y a toute une ambiguïté de ça qui a été dans le cirque, qui a été dans ces personnes qu'on montrait, etc. Elle se bat contre le lancer de nains parce qu'il faut savoir que c'est quand même interdit et que c'est quand même encore présent et qu'il y a des personnes de petite taille qui se plaignent en disant « Oui, mais depuis que c'est interdit, on m'a enlevé mon boulot ». Donc voilà, c'est alors que certains sont morts en pratiquant cette chose absolument horrible. Donc il y a toute cette ambiguïté du handicap avec des désaccords aussi à l'intérieur des communautés, des associations. Ils ne sont pas toujours d'accord sur la façon dont ils doivent se battre pour certaines choses. Ils sont beaucoup protégés aussi. Donc protégés, ça veut dire protégés et à la fois isolés. Nous qui ne sommes pas du monde d'eux, parfois on a rencontré cette hostilité parce que notre propos était peut-être un peu différent. Notre propos a toujours été de dire on fait ce travail, on fait cette rencontre, on fait ce livre, on fait cette expo, pas pour que les normaux, entre guillemets, ou les handicapés de la norme, comme on les appelle, soient compassionnels, dans la bonté, il faut être gentil parce qu'ils sont handicapés, mais juste parce qu'ils doivent considérer que vivre ensemble, c'est vivre très différent. C'est être d'une planète différente et c'est explorer ce que l'autre peut vous apprendre avec sa différence, justement, et avec ce que lui a rencontré. Et que nous allons peut-être rencontrer, parce que comme vous le savez, le corps, ça ne se passe pas très bien quand on vieillit. Donc quand on ne veut pas considérer le handicap et la fragilité du corps, en réalité, on ne veut pas savoir ce qui va nous arriver plus tard. Ce qui est quand même embêtant. Hein. C'est bien de se préparer à ne pas être beau, jeune et performant. Et autonome. Beau, jeune et con, comme disait Brel. Voilà. Donc là, on voit Laetitia Bernard, qui est une personne non-voyante, journaliste à Radio France. Et qui pratique le saut d'obstacle. Elle pose d'ailleurs avec son cheval, avec qui elle fait du saut avec lequel elle fait du saut d'obstacle, mais qui surtout est chroniqueuse dans le domaine sportif. Alors là, c'est une, je trouve vraiment presque un concentré de confiance, de toute la confiance que nous ont apporté toutes les personnes que nous avons photographiées. C'est lorsque je l'ai rencontrée, on l'a rencontrée, mais lorsqu'il a fallu faire les photos, elle me dit, écoute Astrid, je n'ai jamais vu tes photos. Bon, j'ai montré tes photos à mes parents, voilà, à quelques amis. Je n'ai jamais vu ton travail et évidemment, je ne verrai absolument pas le résultat de ton travail, mais je te fais entièrement confiance, je vous fais entièrement confiance, donc je me livre et j'accueille. Donc nous avons réalisé cette séance photo, voilà, dans une confiance totale, ce qui a été, en tous les cas pour moi personnellement, ce qui a été une expérience émotionnelle. Unique parce que c'est la première fois. C'est la première fois voilà, qu'on vous offre cette confiance la plus totale. Voilà, et elle continue, bien évidemment. Laetitia a accepté que ces photos soient diffusées, voilà, tout en ne sachant pas à quoi réellement elles ressemblent. Alors, il y a une chose aussi, ce que tu disais, c'était rencontrer l'autre différent, c'est aussi avoir un langage différent. Découvrir différents langages. Il y a plusieurs langages, on est toujours concentré sur les mots, on est concentré sur une gestuelle, on est concentré sur une attitude physique, sur une posture. Là, en l'occurrence, il a fallu que j'explique à Laetitia Bernard, j'avais quand même le souci de lui expliquer à peu près ce que j'avais fait. Et là, je lui ai dit, je vais t'exprimer ça par mon corps et ton corps. On va, d'une certaine manière, je vais t'envelopper, tu vas comprendre, je vais te parler de chaleur, je vais te parler de rugosité, je vais te parler de température. Et à partir de là, j'ai été forcée à employer un nouveau langage, un nouvel alphabet, ce qui, à mon sens, est très important. Pour lui raconter les photos, en fait. Pour lui décrire, en fait, les photographies. Ce qu'on a fait aussi pour le Musée de l'Homme. Hein. Il y a une audio-description où voilà, les photographies sont
raconter en fait. Voilà. Donc ça c'est très important. Mais le partage, il est pas seulement celui-là. Enfin, il nous a poussé à ça. Mais par exemple, quand on va boire un coup avec Laetitia, elle nous dit ah ben c'est bien, c'est cosy ici quand on rentre dans l'endroit. Et donc forcément, ça nous interroge. On se dit comment elle sait, parce qu'elle a raison en plus. Comment elle sait que c'est cosy dans cet endroit. Et donc, elle nous décrit ses perceptions, l'éloignement des tables, la perception physique. Donc, il y a une vraie richesse d'échange qui dépasse, je dirais, ce qu'on a comme échange normal, entre guillemets, avec un humain qui est comme nous. Démultiplie nos sensations, voilà. Démultiplie notre faculté de communiquer, en fait. Il y a un moment, c'est nous qui ne parlons pas la même langue, pas eux qui ne parlent pas notre langue. Et c'est très intéressant de rentrer dans leur langue, dans leur perception, dans leurs sensations. Et voilà, c'est infiniment plus riche. Et puis, il y a quelque chose qui déborde. Là, on est par exemple avec Anya. Anya Lander. J'en profite pour dire que 80% des handicaps arrivent au cours de la vie et qu'un salarié sur 2 sera confronté au handicap provisoire ou définitif au cours de sa carrière. Anya s'est retrouvée dans la tempête à côté de Strasbourg, cette grosse tempête où il y avait un arbre qui était tombé, elle était donc dessous. Donc quand elle est sortie de là, elle ne marchait plus et donc elle ne pouvait plus être harpiste. Elle était au début de sa carrière professionnelle qui s'annonçait brillante. On lui a dit la harpe c'est fini et elle a refusé de renoncer et elle a trouvé quelqu'un qui lui a fabriqué ce qu'on a appelé l'agnamatique, c'est-à-dire qu'elle peut jouer de la harpe à partir, se servir des 7 pédales à partir d'un ordinateur et les programmer à partir d'un ordinateur. Et alors il y a 7 pédales, mais on n'a que 2 pieds. Donc maintenant qu'elle a 7 pieds avec son ordinateur, elle enseigne l'agnamatique à des harpistes qui ne sont pas handicapés parce qu'elle a agrandi le répertoire de la harpe. Et c'est comment le moins débarque sur le plus. Elle a choisi, elle disait j'ai été grande, mince et brune, elle a choisi d'être assise, blonde et pulpeuse et elle s'est fait refaire les seins, ce qui était incompréhensible pour les gens qui l'entouraient parce qu'elle avait déjà subi tellement d'opérations, mais c'était une décision, tant qu'à être empêchée dans son corps, autant décider de son corps. Donc il y a cette chose qui rejoint l'histoire de Nicolas tout à l'heure, qui disait « Je n'étais plus l'homme qui a perdu sa main, mais l'homme qui fabriquait sa main ». Il y a tout ce désir d'être une personne augmentée. Comment le handicap, tout d'un coup, va balancer la personne à se développer et à vouloir autre chose. Un peu comme cette athlète que vous appelez, qui s'appelle Aimée Mullins et qui a 27 paires de jambes et qui a le désir total de changer de jambes suivant si elle veut faire un jour 1m70 et un autre jour 1m85. Elle a aussi des jambes spéciales pour courir puisqu'elle est athlète. Voilà, il y a une sorte de comment des personnes qui à la base allaient être empêchées vont développer une capacité à être complètement autonome, mais plus qu'autonome. Différentes. Moi, je voulais aussi, là en l'occurrence, parler d'humanité, d'accueil, que nous avons vraiment reçu très très rapidement, déjà pour la publication du livre, puisque cette exposition qui est là encore au Musée de l'Homme et qui sera là jusqu'au 5 janvier, donc c'est important de venir, de réintégrer les musées, de revenir dans les musées. Le musée avant cette exposition au Musée de l'Homme, il y a eu donc notre livre qui a été publié aux éditions Stock en 2018, qui s'appelle Être beau. Moi, je pense que voilà, nous avons réussi à sortir, à éditer ce livre grâce à Caroline Laurent, qui est notre éditrice. Et puis ensuite, nous avons eu l'accueil absolument formidable d'André Delpuech, qui
très rapidement, sans hésitation, nous voulions que ça soit le musée de l'Homme. Il était absolument nécessaire que ça soit au musée de l'Homme. C'était le musée qui devait nous accueillir. Et André Delpuech nous a ouvert ses bras, ouvert ce lieu extraordinaire qui a été inauguré par Salgado. Et c'est très symbolique. Il faut savoir qu'il y a des modèles qui ont pleuré d'être ici. Oui. Qui ont pleuré d'être reconnus comme des humains à part entière. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Quand même nous qui avions fait ce travail et qui avions travaillé pendant 4 ans avec eux, on était submergés d'émotions quand ils nous ont dit ça. Donc c'est très important, parce que pendant 4 ans, on a travaillé avec notre enthousiasme, mais on n'avait aucune certitude. On ne savait pas si on pourrait publier un livre, on ne savait pas si on ferait des expositions, on ne savait pas si on serait au fin fond de je ne sais pas quoi, dans une cave de façon très confidentielle et visité seulement par les gens que ça concerne directement. L'idée, c'est que toutes ces photos, tout ce travail, tout cet artistique, tout cet émotionnel, tous les spectacles que nous sommes en train de monter, les lectures musicales. Avec Luc Péton. Avec un grand chorégraphe, Luc Péton, avec le musicien Steve Sheehan, qui est un musicien international, avec une danseuse de petite taille, Annie Edwards, avec Aurore Godefroy, qui est une danseuse contorsionniste. Toutes ces choses avec lesquelles nous faisons de la matière artistique pour donner accès à la différence. On ne sait pas, à un moment, si un directeur de théâtre, un directeur de médiathèque, un directeur de musée va dire oui, va mettre ça sur les grilles de la mairie. D'ailleurs, les grilles de la mairie, en partenariat avec le Musée de l'Homme, à l'occasion, puisque là, aujourd'hui, nous sommes la Journée internationale des personnes handicapées, l'exposition en partenariat donc, avec le Musée de l'Homme a été inaugurée sur les grilles de la mairie du 16e. Il y a 32 photos et tous les textes. Et ce qu'on a désiré, c'était ça, c'était que nos photos et nos textes aillent à la rencontre et surprennent peut-être ceux qui ne sont pas habitués. Ce projet donc se prolonge, continue au-delà de l'exposition. Il va y avoir plein de choses, mais qui ont été portées parce qu'il y a déjà eu lieu. Vous pouvez suivre ce projet sur êtrebeau.org. Vous aurez tous les renseignements sur ce que devient Être Beau, l'exposition, notre actualité, les spectacles, les conférences, les moments où on va en entreprise aussi, parce que c'est un lieu de diffusion des photos et de cette parole. Donc c'est très important donc de remercier les premiers qui nous ont fait confiance, donc le Musée de l'Homme, ceux qui aussi ont permis, comme IRP Auto ici, qui sont nos mécènes et qui ont permis que cette exposition existe, et tous les anges qui veillent très très personnellement H24 sur cette expo et sur ce texte, parce que ce sont eux qui amènent ce travail artistique que nous avons fait. Et je voudrais aussi remercier tous ceux qui rendent cet accès possible, ceux qui signent, ceux qui font de l'audiodescription, ceux qui aménagent les lieux pour que les fauteuils puissent rentrer. De manière ou d'une autre, tous ceux qui rendent la culture possible et accessible à toutes ces personnes, parce que c'est interdit d'interdire la culture à qui que ce soit. C'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui fait de nous une espèce fabulatrice qui rêve et qui rêve des beaux rêves. Voilà. Je crois que ça va être le mot de fin. Rêvons, le mot de la rêvons fin. ensemble. Rêvons. Et surtout apprivoisons-nous. Oui. Au revoir. Merci.